Bien, le docteur dit avoir été long, mais je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas vu le temps passer. Tant le discours était accrocheur et il nous a passionnés. Alors, le docteur Assablega nous a d'abord planté le décor pour nous dire ce qu'est le développement. Et il nous a résumé le développement en deux critères: la croissance soutenue et la mutation qualitative pour le plus grand nombre. Ce faisant, il nous montre que le développement n'est pas la massification des infrastructures. Le développement n'est pas simplement un leurre qui conduit à croire que cela n'est pas possible, d'où la nécessité d'abandonner l'afro-pessimisme. Mais le développement, comme il a terminé, est difficile. Ce n'est pas non plus un dîner de gala, comme disent certains. Il faut travailler. De la même manière, l'afro-optimisme du déni doit être évité. Puis il est allé pour nous expliquer pourquoi nous sommes sous-développés. Quelles sont les explications qui sont données du sous-développement? Et il nous a cité 6 arguments peu satisfaisants. Ces 6 arguments portent sur l'argument de la colonisation qui a détruit notre passé et nous amène souvent à l'angélisme historique, l'argument de l'impérialisme et de l'extérieur, l'argument de la géographie, l'argument institutionnel, l'argument du manque d'expertise. Et tous ces arguments, il a démontré en quoi ce sont des arguments parfois fallacieux. Il est nécessaire qu'il y ait une implication de tous, car ces arguments sont anhistoriques, ces arguments sont statiques. Ensuite, deuxième explication de notre échec du développement, c'est l'échec des politiques économiques qui n'ont pas réussi, et notamment le fait de notre adhésion parfois obsessionnelle au catéchisme libéral. Ensuite, cet échec, ce sous-développement s'explique également par la défaillance des minorités historiques, de ceux-là qui doivent être le levain de la pâte, qui doivent faire en sorte que les choses changent. Voilà pourquoi il considère que pour réussir le développement en Afrique, il faut que nous construisions ces minorités historiques. Et c'est le but de ces universités de la jeunesse de faire en sorte que des leaders naissent. Il nous faut connaître l'histoire, avoir une conscience historique pour pouvoir savoir d'où nous venons et garder la mémoire de notre existence. Cela ne signifie pas qu'il faut s'enfermer. En plus de cela, de cette mémoire historique qui est décisive pour le développement, il faut qu'il y ait la mobilisation, et il a utilisé un terme très important,
c'est l'alliance stratégique des minorités historiques qui est une condition fondamentale pour le développement. Voilà pourquoi nous devons considérer que nous avons au Burkina Faso les éléments du développement. Encore faut-il que chacun de nous en soit conscient et surtout que nous ayons une claire conscience de notre responsabilité dans le changement de notre pays afin que ce changement qualitatif, cette mutation qualitative profite au plus grand nombre. Voilà quelque peu résumé ce que le professeur, le docteur Rassablega vous a dit. Et nous allons maintenant passer à la phase des échanges. Donc, nous allons échanger avec vous et donc nous allons prendre une liste de questions et si le temps nous permet, nous prendrons une seconde liste. Donc, n'attendez pas en pensant qu'il y a une seconde liste qui va venir et puis, comme on faisait dans les mouvements étudiants, chacun attend pour être le dernier afin de pouvoir détruire les arguments des autres. Merci beaucoup, professeur. Merci, Dr. Ouedraogo. Je vous ai remis une page et une ligne de contribution. En fait, ce n'est pas une question que je vais poser parce que j'ai eu la malchance de travailler pendant 30 ans dans le domaine du développement, ONUDI et PNUD. Donc, on a eu à discuter beaucoup de ces sujets. Je voulais juste revenir sur 2 ou 3 points en termes de contribution. Le premier point, c'est effectivement, lorsque vous avez parlé de développement économique versus autres formes de développement, effectivement, le développement, comme on dit, indice du bonheur, il y a un indice qui est préparé chaque année par les Nations Unies depuis 2006. Donc, nous avons travaillé sur ça. Et malheureusement, les 4 derniers pays sont le Sud-Soudan, le Rwanda, que j'ai fait, d'ailleurs en parenthèse, la Centrafrique, le Zimbabwe, et le tout dernier, c'est l'Afghanistan. Le deuxième point que je voulais faire ici, pour moi, en tout cas en ce qui concerne ce que j'appelle moi les prérequis pour le développement de l'Afrique, ce sont les ressources humaines. Comme vous l'aviez bien dit, le développement des ressources humaines, mais en se focalisant beaucoup sur ce que moi j'appelle sur l'adéquation, éducation, formation, emploi. Et très souvent, c'est ce qui nous manque en Afrique, parce que nous avons l'impression de faire tout simplement l'éducation à part, de formation à part, et après maintenant on se demande, on court, commence à chercher des emplois. Donc, préparer des programmes dans ce sens, et malheureusement, j'ai tellement beaucoup de choses à dire, comme il me reste 2 secondes, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à l'Institut Free Afrique d'avoir organisé cette rencontre. Et je remercie aussi le modérateur et le conférencier. En tout cas, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le thème développé par le docteur Rassablega. Et il y a un thème qui a particulièrement retenu mon attention. C'est le protectionnisme. Et effectivement, quand on regarde les pays, par exemple, de l'Union européenne, il y a eu ce protectionnisme-là qui a été appliqué. Et quand les pays ne pouvaient plus se développer à l'interne, ils ont créé maintenant l'Union européenne. Voilà. Et en tout cas, j'ai toujours pensé que les institutions comme la CEDEAO et autres nous freinent un peu dans notre développement. Maintenant, ce que je voudrais savoir, dans le cas spécifique du Burkina Faso, est-il possible encore pour la minorité d'adopter ce protectionnisme-là? Est-ce qu'il est opportun et est-il encore possible de l'adopter? Et si oui, quelle forme, sous quelle forme? Est-ce à dire que ça doit être drastique ou stratégique? Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur, pour votre brillant exposé. Je suis Sommet Toumaï, quelque part suspendu dans les mains du désespoir des lettres à l'université de Kizerbo.
Par ailleurs, vous êtes en train de faire votre minute. Par ailleurs, je suis à l'université alternative des pour nous, des pour Kamita. Moi, ma question est beaucoup plus un peu. Je vais vraiment m'incliner pour tout le monde parce que ma question que je vais poser, parce que ça semblerait peut-être heurter la sensibilité des gens, mais j'aimerais poser la question de savoir est-ce que aujourd'hui il est possible pour l'Africain, il est possible pour nous les Noirs d'aller au développement lorsque nos âmes, la quintessence même de notre vie, se trouve à être contrôlée par l'Arabie Saoudite et la Cité du Vatican. C'était ma question. Merci. Merci. Est-ce que vous ne pensez pas que le conflit générationnel est un frein pour le développement de l'Afrique? En 2014, nous tous, on était émerveillés. On pensait qu'à la sortie de l'insurrection populaire, on aurait eu un véritable changement dans ce pays. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui, 5 ans après, que même s'il y a eu changement, c'est pas ce qu'on attendait véritablement. Et aussi, parce que beaucoup de jeunes, pour moi, la formation n'est pas suffisante. Au-delà de la formation, il faut autre chose. On ne s'assume pas, nous les jeunes, on ne s'assume pas. Il faut qu'on apprenne à se responsabiliser davantage et à s'assumer et à sortir de l'anonymat. Parce que ce n'est pas les anciens tels qu'on le voit. Quand je prends l'exemple de la politique, ils ne vont pas partir. Je suis d'accord, on a besoin d'eux parce qu'ils ont de l'expérience. Il faut apprendre d'eux pour ne pas faire les mêmes erreurs, je suis d'accord. Mais il nous faut aussi de la place pour qu'on s'affirme. Pour qu'on apprenne, il faut de l'action. On est fatigué de toujours suivre les conseils, les développements. Non, il faut qu'on pratique. Et pour moi, au-delà des formations, il faut qu'il y ait quelque chose de pratique. Je ne sais pas ce que vous faites dans les formations, mais il faut intégrer cette pratique. Et je termine en disant, s'il vous plaît, comment se fera en fait cette alliance stratégique des minorités historiques dont vous parlez? Est-ce que vous ne pensez pas que dans le contexte africain, il faut plus des institutions fortes? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on met des hommes, on est en train de reproduire pratiquement les mêmes choses. Et je prends l'exemple toujours de l'insurrection avec le qu'on a aujourd'hui. Merci. Et je suis d'accord, parfaitement d'accord avec le conférencier. Pour ceux qui restent toujours sceptiques, qu'ils lisent la charte de l'impérialisme. Ils vont tout comprendre qu'on ne peut pas être développé avec des institutions comme ce qu'il a eu à citer lors de sa conférence. Et maintenant, je suis préoccupé aussi de nos intellectuels qui ne se préoccupent pas de l'avenir. Tel que je prends les parcelles, les titres fonciers que les gens sont en train d'occuper anarchiquement. Alors que d'ici 100 ans ou 101, quand la validité sera expirée, et que deviendra nos différentes localités avec les propriétaires terriens, les autochtones? C'est une préoccupation. Et ensuite, parlant de l'histoire, l'époque des grottes, j'insiste, l'époque des grottes n'a pas été citée par les historiens. On ne parle seulement que les premiers hommes ont vécu dans les grottes de chasse et de cueillette. Alors que cette époque-là va orienter toute l'Afrique. Et je prends le cas du massif granitique qui remonte du Tchad au Libéria, du Togo en Guinée, avec des grottes. Quel est ce peuple qui a vécu dans ces grottes? Ça veut dire que tout ce que nous avons comme communauté qui se trouve dans tout cet espace-là sont parentés. C'est la vraie histoire qui manque. Donc, je vais dire les Mossi, les Dioula, les Hausa, etc. Ils sont parentés. Si merci. Bien fait. Ça, c'est merci beaucoup. Alors, merci le conférencier. Je voulais que le conférencier revienne sur le modèle du Sud-Coréen, des apports qui leur ont permis de se développer. Or, ils avaient les mêmes frasques historiques que nous. Je veux qu'il revienne sur ça. Merci. Monsieur Dabou Aziz a la parole. Cissé Abdoulaye se prépare. Merci. Moi, je voulais poser, c'était vraiment une petite question. Docteur, quelle formule magique on peut trouver pour réveiller nos dirigeants en Afrique?
Parce que j'ai bien l'impression que... Il faut les changer, on ne peut pas les réveiller. Donc si c'est ça, on va les laisser alors s'endormir et on est foutus. Voilà, c'est juste tout. Et vous dire merci aussi pour tout, parce que Free Afrique, pour moi, c'est le temple du savoir. Merci pour ce que vous faites pour les jeunes. Si. Ok. Merci au Présidium pour la parole. Moi, je voudrais réagir par rapport au protectionnisme. On est tous d'accord quand même que le libre-échange contribue au développement. Et nous savons tous que qui parle de protectionnisme ou de libéralisme parle des accords de l'OMC. Le conférencier en a fait cas. Alors, est-ce à dire que vous souhaitez qu'on dénonce les accords de l'OMC ou bien on les rectifie? Parce que ça fait 1963, nous sommes dans le libre-échange, en fait dans le multilatéralisme. Les accords de l'OMC ont des limites, il y a des outils qu'on nous donne pour que nous protégeons notre industrie. Jusque-là, nous ne les appliquons pas. Pourquoi est-ce qu'en vouloir au texte qu'à nous-mêmes, alors que les textes nous donnent cette possibilité d'en user pour pouvoir soit libéraliser ou protéger? Donc, pour revenir à ma question, souhaiterez-vous qu'on dénonce les accords de l'OMC ou, j'allais dire, l'intégration régionale ou voilà, le multilatéralisme, ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement à l'heure où on est? C'est d'autant plus qu'on s'engage davantage dans un futur moyen ou lointain dans cette hypothèque d'avenir. Notamment, je vais parler de la ZERCAF ou d'autres. D'accord. Merci bien. Merci. Merci beaucoup aux conférenciers. Moi, je vais être bref. J'ai deux questions. C'est concernant l'éducation. Bon, le grand frère a déjà broché, mais néanmoins, je vais revenir. C'est sur nos systèmes éducatifs. Est-ce que, bon, le conférencier, depuis le début jusqu'à la fin, n'a pas broché ces problèmes-là, alors que nous savons qu'on ne peut pas amorcer le développement sans une bonne éducation, formation et puis l'emploi. Voilà. Et puis la deuxième question, c'est concernant les politiques. Voilà. Aujourd'hui, on voit que la plupart de nos éminents professeurs, en tout cas, bon, la minorité historique refuse de faire la politique. Voilà. Souvent, ils ont des idées, ça reste dans les conférences, alors que pour changer, il faut passer par là. Ou tout il y a d'autres possibilités pour changer. Bon, je ne sais pas. Voilà, ce sont mes questions. Merci. Ok, merci beaucoup. J'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir si le système de gouvernance actuel permet d'amorcer un véritable développement. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est de savoir, lorsqu'on parle de développement au niveau de l'Afrique, est-ce que l'Afrique doit s'unir pour pouvoir se développer ou est-ce que chaque pays doit se replier sur lui-même, pour pouvoir se développer? Merci. Bien, merci. Je serai des plus courts. Le docteur a voulu que je sois le supplétif de sa mémoire. Je pense que la personnalité qui accompagne Samori et que vous cherchez, ce doit être... Maurice Ndian Diabaté. Ça m'est revenu. C'est pour te montrer que je ne suis pas si vieux que ça, petit frère. Que je vais oublier. Merci. Donc, je remercie en invitant chacun d'entre nous à nous intéresser à l'histoire historique de nos sociétés, quel que soit notre horizon disciplinaire, sans quoi nous restons là à ne pas comprendre le sens des choses qui nous arrivent. Merci. Ok, merci conférencier. Lors de votre communication et en ce qui concerne donc les arguments relatifs au sous-développement, vous avez dit que l'argument relatif à l'impérialisme n'était pas très solide dans la mesure où d'autres pays sont arrivés à se développer tout de même. Cependant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait que les pays anglophones soient visiblement plus développés que les pays francophones. Au niveau des solutions également, vous avez dit que l'émergence d'une minorité historique serait la solution, le remède à notre problème. Cependant, comment est-ce que nous pourrions donc motiver ou accélérer la naissance de cette minorité historique-là quand on consulte l'histoire récente du Burkina Faso de 2014 jusqu'à l'actualité récente dans notre pays? Merci. Rapidement, deux questions. La première concerne quelques solutions que le
docteur pourrait nous proposer concernant la crise sécuritaire qui secoue notre pays. Deuxièmement, concernant justement ces minorités historiques, qui seraient donc l'élite pensante. Pensez-vous qu'elles doivent rester uniquement une force de proposition pour être efficaces et crédibles, ou bien elles doivent nécessairement passer à l'action pour faire valoir vraiment leurs idées? Merci. Je vais focaliser mon intervention sur l'aspect historique. Alors, sans être afro-pessimiste, sans être aussi sans faire de l'anachronisme. Voilà, je voudrais en fait attirer un peu l'attention sur l'histoire. Parce qu'on a l'impression que ce qu'on nous a appris à l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, il y a un peu en fait de falsification en fait. L'histoire a été falsifiée et on a l'impression qu'il y a eu en fait une orchestration de mensonges derrière tout ça. Parce que tout simplement, il y a des choses qui ne nous ont pas été dévoilées, qui n'ont pas été dites, et actuellement on le découvre. Par exemple, on nous a caché que des savants africains noirs existaient. Des savants noirs américains existaient. On nous a caché tout ça. Et c'est maintenant qu'on le découvre. Gareth Morgan, on nous a pas dit, on nous a pas parlé de Gareth Morgan. Monsieur Yamogo, vous êtes en train de dépasser la minute. Ok, je vais être bref. Je vais être bref. Concluez. Voilà. En fait, je voudrais aussi, par rapport aux différentes trucs, comment on appelle ça encore? Bon, je suis un peu embrouillé, excusez-moi. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole au professeur. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions. Sur l'éducation, je suis surpris que vous me dites que je n'ai pas encore parlé d'éducation. Je ne parle que de ça. Puisque nous sommes en train de contribuer à la formation par là. Donc je ne parle que de cela. La formation est indispensable à la transformation des sociétés. Mon maître, Kizerbo, a écrit un formidable livre qui s'appelle « Éduquer ou périr ». Voilà, donc, j'ai rien à dire là-dessus. On a tort de croire que l'éducation est dans un mur. C'est faux. L'éducation, c'est partout. Et c'est pour ça que celui qui me dit que l'histoire est tronquée dans les manuels et ainsi de suite, aujourd'hui, rien ne vous empêche de l'apprendre ailleurs. Il n'y a pas une école qui apprend tout, ça n'existe pas. La chose la plus importante que l'école doit faire, c'est d'apprendre à apprendre. C'est d'avoir le goût de l'apprentissage et la méthode de l'apprentissage. Si l'école fait ça, c'est fini. Si vous avez le goût et que vous savez comment apprendre, comment aller chercher l'information, c'est suffisant. Il y a une série de questions sur le protectionnisme. Je vois qu'il y a des collègues qui travaillent sur le sujet de l'OMC et ainsi de suite. Je vous encourage vraiment à lire l'histoire du protectionnisme. Pas blabla, Adam Smith, non. Lisez l'histoire du protectionnisme. Ce que je dis est un fait historique. Ça n'existe pas un pays qui a commencé par le libéralisme. Au XIXe siècle, le siècle du nationalisme en Allemagne, en Europe, le pan-germanisme allemand a des penseurs comme Lys qui expliquent qu'il faut du protectionnisme. Et ils font du protectionnisme et c'est indispensable. Les États-Unis, quand ils prennent leur indépendance, deviennent protectionnistes. L'Amérique aux Américains. Ce n'est pas nous qui avons dit cela. Et ce n'est que quand les Américains sont devenus une puissance industrielle qu'ils ont dit, mais vraiment, il faut qu'on ouvre le jeu. Lisez A. Jung Chang. Là-dessus, c'est superbe la démonstration historique avec des données factuelles. Il faut apprendre à évaluer toujours les théories dans deux dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la cohérence interne des théories elles-mêmes. Est-ce qu'elles ne se contredisent même pas elles-mêmes en son sein, la théorie? Et la deuxième, qui est décisive,
C'est l'évaluation empirique. Si vous observez que plus de 90% des trajectoires de développement des 4 dernières décennies ont commencé par le protectionnisme et que vous dites non, nous les nègres, on va commencer par la fin des autres, ok. Mais on sera encore là dans un siècle. Parce que c'est du bon sens élémentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que dans un moment historique donné, les forces économiques des sociétés ne se valent pas. Et que si vous voulez construire vos capacités propres, vous avez besoin d'avoir un champ d'apprentissage. C'est chez vous, ce n'est pas chez les autres que vous allez apprendre. Si vous ne permettez pas aux hommes d'affaires burkinabés de commencer les mines ici, ils vont aller commencer où? Si vous ne permettez pas à nos industriels de commencer l'industrie ici, ils vont aller commencer cela où? Maintenant, cela ne veut pas dire que le protectionnisme conduit toujours au bonheur. Non! Il y a des dégâts majeurs qui ont été faits par le protectionnisme. Parce que ce protectionnisme n'a pas été dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'en fonction de l'avancée du temps, il faut que le protectionnisme s'adapte avec l'évolution des sociétés. Quand la société a atteint un stade très avancé et qu'elle continue de se protéger, ça se joue contre cette société. En Corée du Sud, quelqu'un m'a demandé d'en parler, juste une idée. En Corée du Sud, quand ils ont voulu créer Daewoo, ils ont donné quasiment le monopole à Daewoo pour faire l'automobile à partir des années 50, 60. 60 en particulier. Quand ils ont fait cela, l'État sud-coréen surveillait les dépenses des patrons de Daewoo. S'ils prenaient les grands profits qu'ils en tiraient pour acheter des Mercedes, ainsi de suite, l'État disait, c'est pas ce qu'on attend de vous. Donc si le protectionnisme conduit à créer une bourgeoisie comprador improductive, c'est la même chose que le néolibéralisme. Si le protectionnisme c'est pour dire, bon, Rassabria qui a dit qu'il faut donner les mines à quelqu'un, hein, donc je vais donner à mon frère, hein, c'est pas ce que j'ai dit aussi. Hein. Il faut donner à ceux qui sont les mieux placés pour faire de la mine industrielle dans notre pays. Donc, les critères de choix sont très importants. Maintenant, de façon concrète, est-ce qu'il faut sortir de l'OMC? Est-ce qu'il faut réformer l'OMC? Ça, c'est vraiment une question d'Africains. Oubliez l'OMC. Parlez de vous-même. Ce n'est pas vous qui avez créé ça. Les gens ont créé, ils sont venus vous voir dedans. Ils ont pris votre compatriote pour aller faire le bavardage là-bas. Oubliez ça. La Chine elle-même n'est arrivée à l'OMC que sur le tard. Il faut que vous regardiez ce qui se passe. Les plus grands théoriciens du protectionnisme, ce ne sont pas les Africains, ce sont les Occidentaux. Donc il faut le comprendre, il faut être extrêmement courageux là-dessus. Ce n'est pas simple. C'est vrai qu'il y a des possibilités dans l'OMC qu'on n'a pas encore exploitées, je suis d'accord avec vous. De ce point de vue, quand vous n'avez pas terminé votre assiette, vous ne pouvez pas continuer à crier famine. Mais ces possibilités vont être de la petite réforme. Le développement passe par l'industrialisation. Vous ne pouvez pas permettre à des Burkinabés, aujourd'hui, de créer des industries automobiles si vous ne protégez pas votre marché. C'est mathématiquement impossible sans la protection. Il faut une protection dynamique, intelligente, qui n'est pas une protection définitive, qui s'adapte. En même temps que vous protégez, il faut organiser la sélection des talents pour qu'ils soient bénéficiaires de cette protection. En réalité, on connaît des formes de protection dans notre pays. Décennie 90, il y a cette grande dame des affaires qui a eu des marchés immobiliers majeurs. C'était du protectionnisme. On aurait pu le donner à des étrangers, on a dit que c'est à elle qu'on allait donner. Qu'est-ce que ça a donné? Ce n'était pas son job. Il y avait d'autres qui étaient plus qualifiés pour cela. Donc ce n'est pas une histoire de dire c'est les Burkinabés pour les Burkinabés, non. Ça me permet de faire une parenthèse. J'ai signé un papier scientifique qui s'appelle, qui parle de... Les papiers scientifiques ont une technique un peu ronflant pour pas grand-chose, qui montre que depuis 2006 dans l'UEMOA, les banques africaines ont pris le leadership du secteur bancaire dans l'UEMOA et que cela a 4 conséquences très intéressantes pour nous. Premièrement,
elle finance l'économie plus que les autres banques étrangères. Deuxièmement, elle finance plus les PME plus que les autres banques étrangères. Troisièmement, elle finance plus l'investissement plus que les autres banques étrangères. Et quatrièmement, elles sont plus rentables que les autres. C'est pas parce que c'est le noir de l'UEMOA, hein. Non, ils connaissent mieux leur pays, c'est aussi simple que cela. Parce que quand un banquier burkinabé va à un baptême, il sait que c'est la quatrième femme qui est en train de faire des enfants, donc l'argent est en train de se dépenser, l'homme d'affaires ne va pas rembourser mon crédit. Donc il connaît mieux que celui que ça doit à Paris pour gérer l'affaire ici. C'est la prééminence du local. Donc c'est pour expliquer que ce n'est pas une question de faire du protectionnisme de façon inconsidérée et puis on a protégé, alhamdoulilah, ça va aller. Ça n'est pas comme ça. En réalité, le développement, c'est une série d'essais, erreurs, essais, succès qu'on consolide pour avancer. Donc, quand on va commencer, on aura quelques déchets. Mais il faut qu'on ait la culture de l'évaluation systématique. C'est ce que les Chinois nous apprennent aussi. Le gradualisme chinois, c'est cela. Les Chinois ne font jamais une réforme de Big Bang pour changer tout. Non, ils commencent petits, ils suivent rigoureusement pour voir ce que ça donne. Si ça marche, ils regardent les ingrédients pour les répliquer à leur échelle continentale. Et si ça ne marche pas, ils en tirent les conséquences. Nous, il y a des choses qu'on a essayé qui marchaient super bien. On ne sait pas pourquoi on a abandonné. Les 3 luttes à l'école, nous étions à l'avant-garde du monde. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'éducation, de l'environnement, etc. Nous, on était à l'avant-garde du monde. On pouvait donner des leçons au reste du monde. Je le dis sincèrement. On donnait ça à l'école, pourquoi on a abandonné? Donc, c'est ça qui est le développement. C'est de ne pas avoir peur de faire des choses différentes, mais pas n'importe quelle chose différente, de faire des choses différentes qui sont fondées sur la connaissance de nous-mêmes, de l'histoire de nous-mêmes, mais aussi de l'histoire des autres. Il faut éviter de prendre les grands experts qui arrivent pour vous dire « je vais vous expliquer, Adam Smith a dit… » Non, il faut expliquer, Adam Smith c'était un humain, il servait une société. Qui est-ce qu'il servait? C'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire Adam Smith, mais il faut le lire en sachant ça. Ça ne veut pas dire que toute réflexion est toujours conditionnée par ça. Mais ça veut dire qu'il faut faire très attention à comment on aborde les théories. Sur la question de mon jeune frère Sommet, comment est-ce qu'on parle le développement avec l'influence, j'imagine, religieuse du Vatican et de l'Arabie Saoudite? En réalité, ce n'est pas l'influence religieuse du Vatican et de l'Arabie Saoudite. Hein. C'est plus complexe que ça. Il y a plusieurs influences. Si vous voulez dire que les Africains ne sont pas maîtres de leur esprit, c'est ce que j'ai dit en disant qu'on a confié notre cerveau à l'extérieur. Le Vatican et l'Arabie Saoudite ne sont pas moins nocifs que les FMI. Mais en réalité, il faut comprendre une chose. Nous ne devons pas disqualifier une idée parce qu'elle ne vient pas de nous, parce qu'elle vient de l'extérieur. Non. Prenons l'islam. Nos ancêtres ont connu l'islam très tôt dans le Sahel. Très tôt. Ont même connu des compagnons du prophète. Et ont tropicalisé l'islam et ont donné l'une des formes d'islam les plus tolérantes au monde, jusqu'à ce que le visage hideux nous explose aujourd'hui. Ça a duré des siècles. Donc, ce n'est pas une question de dire comme ça ne vient pas. Même si c'est le vaudou qui nous gouverne, si c'est mauvais, c'est mauvais. Et que ça vienne chez nous. Aimé Césaire a dit, poreux à tous les souffles du monde. Nous devons être poreux à tous les souffles du monde. N'ayons pas peur, ouvrez-nous au monde, aux idées du monde. Mais l'ouverture béate et béante, pour reprendre les mots de Kizerbo, ça ne conduit nulle part. Observez ceci. Quand vous n'avez pas de mur, est-ce que vous êtes ouvert? L'ouverture, c'est la condition de l'ouverture, c'est le mur, c'est la fermeture. Quand on dit de créer une ouverture, c'est qu'il y avait une fermeture. Nous, on n'a pas de fermeture, donc on ne peut même pas ouvrir. Si on veut ouvrir, nous, on doit fermer. C'est à partir de là qu'on va ouvrir. Donc, c'est pour vous expliquer, ne rentrons pas dans l'idée qui peut être proche de l'idée de dire c'est les autres qui ont fait. Non. Nous avons une tradition d'humanisme multiséculaire chez nous, y compris avec les religions des autres. On en a fait du bien, comme on a pu en faire du mal. Y compris nos religions ont pu en faire du mal, ont pu faire du mal ou du bien. Le plus important, c'est au service de quoi nous sommes. Maintenant, sur la question de Hassana qui veut que la salle soit plus grande, je suis tout à fait d'accord, on va envoyer la facture. Parce que la réalité, c'est que le budget de l'Université de la jeunesse n'est pas bouclé.
Donc on finance avec nos propres moyens. Mais ce n'est pas ça qui explique la salle. C'est parce qu'on voulait être dans un seul lieu pour ne pas avoir à courir dans tous les sens. L'excellente bonne nouvelle, c'est que BFM est en train de capturer ça. Et ils vont mettre ça donc à leurs millions de téléspectateurs, j'imagine régulièrement, et ça pourra être diffusé ailleurs. Sur les conflits générationnels, pour être très sincère, je n'y crois pas beaucoup. Moi, l'un de mes meilleurs camarades de lutte au Burkina Faso, c'est le professeur Ibriga. Nous ne sommes pas de même génération. Vous comprenez ce que je veux dire? L'un de mes grands complices intellectuels avec qui j'ai fait de très grandes choses, je ne le vois pas dans la salle, mais je sais qu'il était là, c'est le professeur Yonaba. Il est quelque part là peut-être. Salif Yonaba, qui est l'excellent juriste, qui a écrit beaucoup de livres, qui continue d'en écrire, qui est à la retraite depuis quelques mois seulement, mais qui me fait l'honneur de passer à mon bureau pour qu'on boive le café en parlant de choses intellectuelles très succulentes. Et ce sont des hommes de valeur. De la même manière, je connais tous les plus jeunes que moi. Donc la question qui est posée, c'est la qualité des hommes, point, au-delà de leur génération. Moi, j'ai eu le bonheur de connaître le professeur Kizerbo quand il était déjà très âgé. Et Dieu seul sait que j'ai été ravi de le rencontrer. Donc c'est ce que je pense. Il est vrai que notre système politique aujourd'hui est au bout du rouleau. Le personnel politique actuel est au bout du rouleau. Si nous posons la chose en termes générationnels simplement, c'est comme si il est inscrit dans notre génération ou dans celle qui vient derrière nous que de façon consubstantielle, nous sommes la génération qui va changer le pays. Ça n'existe pas. C'est ce que je voulais dire. Le seul qui, ce n'est pas exactement votre propos, mais c'est pour clarifier mon point de vue sur cela. Maintenant, sur la pratique, ça me permet aussi de dire quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous avez dit, mais c'est pour clarifier en particulier pour les jeunes qui sont là. On a souvent opposé la théorie à la pratique. Il a sablé là, c'est un théoricien. Non, non, les universitaires là, ce sont des théoriciens. Faites très attention à cela. Très, très attention. Celui qui pense qu'il est théoricien et praticien, et seulement praticien, en réalité, il est gouverné par un théoricien qu'il ne sait pas. C'est extrêmement important de tenir les deux bouts. La très bonne théorie aboutit à la réalité et part de la réalité. Et la pratique a besoin de recul. C'est ça simplement le recul. Donc, croyez-moi bien, quand vous mettez des jeunes dans une salle pour leur expliquer l'histoire de Mamadou Bello, vous êtes en train de faire la pratique. Parce qu'ils ne peuvent plus faire des affaires comme avant. Moi, j'ai un excellent ami qui est homme d'affaires, avec lequel je discute des plus grandes théories économiques. Il n'a pas fait d'études universitaires, mais c'est l'une des personnes les plus douées du pays sur le développement. C'est un homme d'affaires. Et j'ai l'immense bonheur de voir tous les jours dans ses affaires, tous les jours, je vous dis, des résultats de nos discussions théoriques. Donc c'est pour expliquer qu'il faut faire très attention. Les idées comptent. Et rien ne compte plus qu'une idée. Rien. Maintenant, effectivement, ce n'est pas la masturbation pour dire « Oh, on est beau, on a refait l'Afrique, et puis c'est facile, et puis c'est fini. » Non. C'est pour cela que je ne suis pas universitaire, simplement universitaire, et que je pense que l'université doit être au cœur de la société, qu'on a créé Free Afrique, au cœur de l'action de transformation de la réalité. Je vous ai expliqué que le code minier de 2015 a changé, qu'il apporte aujourd'hui des centaines de millions. Il a apporté 30 milliards à des communes, en gros, en 2019, à 2020. Free Afrique avait une contribution importante, qui est partie d'une étude théorique d'abord, d'un modèle d'analyse, du modèle de glissement de la croissance, d'une économie cotonnière à une économie à dominance de l'or. Donc c'est pour expliquer que les jeunes frères qui veulent faire un travail intellectuel, il est extrêmement important que vous continuiez ce travail-là. On a besoin des intellectuels. Et les intellectuels sont indispensables, pas jonchés sur leur sphère pour dire, nous on est les grands messieurs, hein, nous on ne parle pas, hein, on ne parle pas, vous avez quel niveau? Ah non, on ne parle pas avec vous, non, c'est pas ça. Nous avons besoin des intellectuels organiques. Comme l'a dit le professeur Ibriga, ces hommes levains, des gens qui soulèvent la patte sociale et la transfigurent. C'est de ça qu'on a besoin. Quelle est la chose de Sankara qui vous fait changer? Si tu es dans sa parole, vous l'avez connu? Vous dormez dans la maison qu'il a créée? Vous êtes sur les bitumes qu'il a construits? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont ces idées. Il est extrêmement important que vous donniez de la valeur aux idées. Sinon, c'est d'autres idées qui vont vous gouverner.
L'Afrique doit produire des idées, doit produire des automobiles, doit produire des maisons, doit produire de belles personnes, de bonnes œuvres, du beau théâtre, ainsi de suite. L'Afrique doit tout produire. Le beau. Maintenant, on me pose la question de... Oui, je dois accélérer. Sur les institutions, ça c'est très important. C'est Mme Traoré qui me permet de répondre à cette question. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'institutions fortes? Moi, je crois que Barack Obama a tort. Hein? L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Il a tort. Je m'explique. Les institutions fortes, ce sont des hommes qui les créent. Mais ce ne sont pas des hommes forts. Ce sont des minorités historiques. Donc, les hommes forts, ce n'est pas ceux qui voulaient réviser l'article 37 pour demeurer éternellement. Ce n'est pas ça, les hommes forts. Ce n'est pas eux qui créent les institutions. Mais ce sont des gens intelligents. Est-ce que vous avez déjà vu labelliser la création de la parenté à plaisanterie? Ce n'est pas labellisé quelque part. Mais ça a plusieurs siècles. Les gens qui ont créé ça, ce sont des minorités historiques. Ils ont créé des institutions. Les institutions sont des fabrications d'hommes, ça ne tombe pas du ciel. Puisque les institutions sont mauvaises, il faut des hommes pour créer ces institutions. Mais si ces hommes arrivent et considèrent que ces personnes sont les institutions, elles ont tort. Donc la construction d'institutions fortes doit être la dynamique, mais elle ne peut se faire que par des hommes de qualité. Bon, j'ai dit la boutade à mon frère Aziz en lui disant qu'il faut les enlever. À un moment donné, quand quelqu'un ne dort pas, vous ne pouvez pas le réveiller. Hein. Quand quelqu'un ne dort pas, vous ne pouvez pas réveiller la personne. Bon, sur le MC, je l'ai dit. Sur est-ce que le système de gouvernance actuel nous amène au développement? Non. Vous avez compris que c'est non. Maintenant, sur... voilà, est-ce que les intellectuels doivent être des forces de proposition, les minorités ou passer à l'action? J'insiste là-dessus. Il y a une manière de faire le travail intellectuel qui a fait croire que la théorie est disloquée de la réalité. Ce n'est pas ma conception. Au cœur de la conception, c'est comment on change la société. Et on change la société avec des idées aussi. Mais pas des idées qu'on garde chez soi, mais des idées qu'on amène à la télévision, qu'on amène dans les quartiers, qu'on amène partout pour les populariser. C'est comme cela qu'on change la société. Bon, sur la crise sécuritaire, je botte en touche parce que ça va nous éloigner. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un problème majeur, y compris le visage communautaire qu'il tend à prendre. Comment expliquer le fait que les pays anglophones s'en sortent plus que les pays francophones? Ce n'est pas tout à fait exact si vous le regardez dans longue durée et tout. Et de toute façon, les différences sont des différences de degré, ce n'est pas des différences de nature. Ce que je veux dire sur l'impérialisme est ceci. Si vous croyez que c'est l'impérialisme qui est à 100% le problème de l'Afrique, vous êtes en train de dire que nous n'existons pas. Vous êtes en train de dire que la solution ne viendra que d'eux. Et ce sont les foutus. On ne peut que repartir au Vatican pour prier, pour que Dieu attendrisse leur cœur, pour qu'ils arrêtent l'impérialisme. Il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait contre l'impérialisme dans le concret. Quand Sankara dit l'impérialisme, c'est le grain de riz dans l'assiette là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut qu'on ramène les choses à nous-mêmes parce que nous ne serons pas en capacité de changer nos sociétés si nous continuons à confier même les causes de nos problèmes aux autres pour dire ah, c'est les Français qui sont là, c'est le problème, ainsi de suite. Et puis pour nous, regardez sur l'armée française, juste ça, pour illustrer. Je vois plein de jeunes qui sont contre l'armée française. C'est très bien, ils ont raison, c'est inadmissible que 60 ans après, d'autres troupes viennent faire la sécurité chez nous. C'est inadmissible. Mais on n'est pas cohérent si on dit ça et puis on rentre ce soir dormir et puis casser juste du français. Il faut demander qu'on finance l'armée pour qu'elle existe. C'est la meilleure manière de faire partie de l'armée française. C'est pas de dire armée française dehors. Sinon, Alpha Blondy a chanté armée française dehors. Après, ils les ont applaudi quand ils ont fait bombarder Gbagbo. Parce que quand les alliés sont partis, il n'a pas travaillé pour la constitution d'une vraie armée républicaine. C'est cela, c'est pour amener les choses à nous-mêmes et pour arrêter de dire que les racines de nos problèmes se trouvent à l'extérieur et qu'en conséquence, c'est l'extérieur qui peut changer nos vies. Il y a quelque chose qui se dit ici l'histoire très souvent. Faisons très attention à ne pas nous déconsidérer trop souvent. Souvent on dit, j'ai entendu ça sur des ondes de radio à l'occasion du centenaire de l'indépendance des pays africains, que les manuels sont restés les mêmes, on nous enseigne toujours l'histoire. C'est faux. Il n'y a rien de plus faux. Moi, j'ai fait l'exercice. J'ai retrouvé les manuels de la période coloniale. Je suis actuellement en train de lire les manuels de tous les manuels scolaires de CP1 jusqu'en terminale au Burkina Faso. Les manuels d'histoire du lycée sont passionnants. Il y a des choses très intéressantes dedans. Je suis convaincu, si que vous allez nous dire, ah bon, on nous a fait ça. Bon, moi, peut-être que ce n'était pas ce qu'on m'avait fait, mais il y a de très belles choses qui y sont. Je vous le dis, j'ai fait l'exercice. Actuellement, dans mon salon, c'est ça qu'il y a. C'est ces manuels-là qu'il y a, 6e jusqu'en 3e.
y compris l'histoire. Je suis allé acheter tout. Et je regarde dedans. Il y a de très belles choses qui sont dedans. Moi, j'apprends beaucoup de choses en les lisant. Arrêtez de croire que l'école va tout apprendre. L'école doit apprendre à apprendre. C'est le plus important. Merci. Merci. Nous reprenons M. Zeva. Je ne serai pas long parce que le temps qui nous est imparti sonne. J'ai envie de vous dire rapidement 3 choses. Il me semble qu'on peut faire beaucoup d'analyses, mais les observations que nous avons eu à faire à partir du développement de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, nous avaient conduit à la question de prioriser l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'un pays qui n'est pas indépendant et qui croit qu'il est indépendant, en fait, les ressources humaines là sont mises au travail pour servir le dominateur. La production des connaissances là, la production. Si vous posez la question, qui contrôle la production des connaissances? Pourquoi nos chercheurs n'ont pas cherché sur les raisins, la vigne? Parce que nous devions consommer le vin français. Sinon la vigne coûte mieux que nous qu'en Europe. Donc la production des connaissances, qui contrôle la production des connaissances, c'est le dominateur. Si vous regardez nos penseurs, si vous leur enlevez le français, la langue française, ou vous leur enlevez l'anglais, je me demande qu'est-ce qu'ils deviennent. La question de l'indépendance est une question fondamentale parce qu'elle joue sur les systèmes. Quand vous avez un chef d'État, vous croyez que c'est le premier patriote du pays, alors qu'il sert les intérêts de l'extérieur avant de servir les intérêts de son pays, vous avez un problème. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, ce n'est pas parce qu'il est docteur, mais c'est parce qu'il sert d'autres intérêts. Si vous avez un ministre que vous croyez que bon, il fonctionne de telle manière, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Pendant longtemps, nos économies ont été le ministre de l'économie en France. Et ça continue. La raison pour laquelle on a priorisé le coton ici. Mais je ne dis pas que l'analyse du docteur, en ce qui concerne la question de l'impérialisme, ne demande pas à être fignolée. Hein. Mais nous avons observé que la question de l'indépendance était au centre du développement. Tous les pays qui ont été développés là, c'est à partir de l'indépendance. Vous voyez le petit Qatar avec 300 000 habitants, il vend son pétrole au prix du marché. On a admis que ces Arabes 300 000, qu'ils soient indépendants. Mais le Nigeria ou l'Angola, avec 200 millions d'habitants, bon, on fait du chantage. Si vous ne donnez pas le pétrole à telle condition, les prochaines élections, on va financer votre opposition, vous ne serez plus là. Ou on va mettre le feu dans votre pays, on va mettre la guerre. Donc, vous observez que la question de l'indépendance est une question fondamentale. Alors, deuxièmement, enfin, peut-être 30 secondes ou plus. 30 secondes. Deuxièmement, la question du leadership. L'Afrique doit produire ses leaders. Alors qu'actuellement, les leaders sont produits par l'extérieur. C'est une question fondamentale. La troisième question, et c'est peut-être choquant, mais c'est la peur de la mort. Certains pays n'ont pas pu justifier comment les Burkinabés ont pu affronter les armes pour faire l'insurrection. Parce qu'on a cru qu'en Afrique, les gens maintenant, on a pu les transformer avec l'esclavage, la colonisation et tout ça, et qu'ils ont peur de la mort. En conséquence, et un professeur français nous disait que la différence entre nous et puis les Indo-Chinois et les Arabes, c'est que quand tu dis à un Arabe, si tu fais ça, je te tue, il dit tue-moi maintenant parce que je vais faire. Alors quand tu dis quand tu menaces un dirigeant africain, tu lui dis bon, si tu fais ça, c'est ça qui va arriver, il dit pardon. Vous voyez le paradigme. Alors, je ne peux pas continuer, merci. Ok, merci beaucoup. Je remercie le docteur pour sa brillante communication. Ma question a été prise en compte, ça concernait l'éducation des jeunes. Mais il y a un constat que j'ai fait dans le sud-est du Burkina où j'ai croisé
un sage, voilà, que j'ai causé avec, il me disait, voilà, que cette communauté n'avait pas besoin d'argent parce que elle était autonome. Elle vivait avec ses productions, voilà. Puisqu'il suffisait de cultiver son mil, avoir son soumbala, avoir du sel, et il y a les feuilles, et la vie était rose. Mais qu'est-ce qui a mené nous les jeunes aujourd'hui, et nous sommes devenus, en tout cas, bon, des petits blancs en quelque sorte. Nous voulons vivre comme quelqu'un qui vit à l'Occident. Et c'est ça qui nous donne assez de malaise. Je vous remercie. Ok, à la suite de mes prédécesseurs, je vous dis un grand merci pour cette formation très édifiante. Alors, l'Afrique est sous-développée par rapport à elle-même. Tel est en réalité l'idéal vers lequel, en tout cas nous tous, nous aimerions en réalité tendre vers. Mais en réalité, on ne doit pas, comme on le dit souvent, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. On sait bien que face aux sociétés de Bretton Woods, ce sont ces mêmes sociétés qui constituent en réalité la part sociale des grandes entreprises en matière extractive. Donc, ça veut dire que ce sont ces mêmes sociétés qui balisent les terrains au niveau africain pour permettre à ces sociétés extractives-là de mieux exploiter nos ressources. Et un pays comme le Burkina Faso, je me demande quels sont les échappatoires possibles pour le Burkina Faso, qui a toujours eu un budget déficitaire et qui attend effectivement d'être comblé par ces institutions de Bretton Woods. Quels peuvent être les échappatoires pour le Burkina Faso face à ces institutions-là? Voilà. Quand on sait qu'en réalité, dans les accords de prêt, ils vont exiger en réalité à ce que le Burkina Faso tourne, comment on appelle ça, pour une offre vers en réalité les sociétés des entreprises extractives. Voilà. Merci. Et moi, ma question portait surtout sur la question de l'éducation, le rôle de l'éducation dans le développement et également les valeurs morales. Et je crois bien que ça avait été pris en compte et je vous remercie. Alors, merci pour l'exposé. Je reviens sur vos propos et vous avez parlé de rupture. Alors que nous savons que actuellement, les minorités historiques qui sont aux affaires sont en train de lancer des téléchargements, je vais les appeler ainsi, des téléchargements de freins au développement qui seront amorcés des générations à venir. Et pensez-vous que la génération que nous sommes, que nous constituons, peut déjà, et tout en espérant que vous soyez là à la prochaine conférence, pensez-vous que nous pouvons penser à refuser de payer la dette ou les dettes? Merci bien. Merci beaucoup, professeur. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui, lorsque le docteur analyse la défense des minorités historiques et au regard des leçons apprises de son engagement, parce que ce n'est pas maintenant qu'il a commencé, quelles ont été ses plus grandes déceptions ou ses peurs par rapport à l'avenir? Merci. Ok, merci, bonsoir à tout le monde. Et moi, j'ai été vraiment très énervé par ce que le papa a dit, parce que c'est très capital. Le savoir en Afrique est contrôlé ailleurs. Je pense que le docteur en sait mieux. Joseph Kizerbo dit que ce n'est pas la peine d'augmenter la vitesse de la locomotive, mais ce n'est pas la peine de doubler les wagons. Ce n'est pas ça. Et d'aller en vitesse. Mais c'est de changer la direction de la locomotive. Et là, avant les indépendances, il y a certains leaders africains qui ont compris ça. Tu prends Modibo Keïta du Mali, Kwame Nkrumah, et tous ceux qui avaient compris qu'il fallait changer la direction de la locomotive ont été tous assassinés. Ils ont été tous assassinés. Ceux qui ont fait l'effort pour accéder au pouvoir, ils n'ont pas fait plus de 10 ans. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce qui nous arrive vient forcément de l'extérieur à 100%. Mais il y a une part de responsabilité
qu'on ne doit jamais oublier. Je pense que c'est très, très capital. Ma question que je vais poser, allez-y, ma question que je vais poser au docteur, comme il est économiste, et qu'est-ce qu'il pense du libre-échange intercontinental africain qui doit rentrer en vigueur bientôt? Merci. Je voudrais tout d'abord féliciter Dr Asaga pour son exposé et revenir sur la question de nos identités. Dr Zeba a parlé de la question de l'indépendance. Pour moi, si nous voulons réellement aller de l'avant, c'est d'abord accepter d'être ce que nous sommes. La question de nos identités. Parce que si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un n'accepte pas qu'il est Bamoni Nebon, comment peut-il être? C'est ça d'abord le problème qu'il faut chercher aussi à résoudre. Et je prends un exemple. Quand je faisais mon bac, j'avais une amie, on a eu le bac ensemble, et il y a un vieux voisin qui est venu voir sa maman pour lui dire que moi j'ai vu qu'il y a un sort qui suit ta fille. Est-ce que tu peux donner 2000 francs pour que je puisse faire un sacrifice pour pouvoir éjecter ce sort? La maman a refusé parce qu'elle est protestante. 2 semaines après, la fille partait pour un PPS. Ils ont fait un accident en route. Un camion l'a écrasé. Vous voyez que, pour moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Donc, c'est une question qui est très fondamentale, la question de nos identités. Ensuite, c'est le problème de nos comportements et de nos mentalités. Vous avez parlé de la question des mines. Aujourd'hui, si vous interrogez, vous allez voir que 90% des titres miniers sont des permis qui sont détenus par des Burkinabés. Les Burkinabés ont pris ces titres miniers et spéculé avec les étrangers parce qu'ils ne veulent pas investir dans la recherche. Ils ne veulent pas prendre des risques. Donc vous voyez que ça c'est un gros problème. Si nous refusons de prendre des risques, si nous refusons d'investir dans la recherche, ça c'est un autre problème et il faut chercher aussi à répondre à ce type de questions. Je pense aussi, l'autre question, vous en avez abordé, c'est la coopération entre le savoir et l'action publique. Pour moi aujourd'hui, le savoir doit gouverner l'action publique. Si nous voulons aller de l'avant, il faudra que cette minorité historique dont vous parlez, qu'elle soit au pouvoir ou pas encore, puisse prendre en compte le fait qu'il faut coopérer avec le savoir pour pouvoir éclairer l'action publique. Merci. J'en ai fini avec vous. Merci. Alors ma question c'est la suivante. Alors elle interroge le regard de l'économiste en même temps, le leader, alors sur la question de la jeunesse. Je n'aime pas trop spécifier les problématiques, c'est vrai, mais heureusement vous êtes proche de la jeunesse, et vous les formez, et je crois que dans la salle nous sommes venus tous jeunes. Alors, pour ce qui est de la dynamique des changements à travers la question des minorités historiques, quelle est la taille du travail possible qui attend le Burkina Faso pour enclencher cet élan-là? Quand vous regardez la jeunesse dans son ensemble aujourd'hui, la plus grande part de la population, mais du point de vue aussi de son attitude. Et j'aimerais terminer par une suggestion. Considérez vraiment l'annonce que vous avez faite en début, d'ouvrir vraiment les frontières de la jeunesse. Par rapport aux formations que vous faites à l'université de jeunesse là, ce serait intéressant si ça va au-delà du critère d'âge que vous avez proposé. Merci. Merci. Alors moi, je pars d'un constat, peut-être qu'il est un peu erroné, mais jusque-là, je n'ai pas encore, en tout cas, aperçu un pays qui est dans le régime, c'est-à-dire dans la démocratie, et qui est parvenu, en tout cas, à sortir de ses carcans pour amorcer le développement de façon concrète qu'on peut citer aujourd'hui. En tout cas, s'il y a un modèle, j'aimerais que vous me le soulevez. Alors, cela m'amène donc à cette question. Est-ce que ce modèle aussi, le régime politique dans lequel nous sommes, n'est pas aussi un autre frein à notre développement? Voilà. J'ai ouï dire à travers un ancien commissaire, donc un commissaire à la retraite, un commissaire camerounais, sur la télévision Cameroun Info. Voilà, ils ont souvent des débats. Alors, il disait un jour que le système éducatif dans lequel nous sommes a été conçu par
des francs-maçons. Et selon eux, à travers ce modèle, si on l'applique dans un pays, alors pendant 50 ans, ce pays est vraiment dédié au sous-développement, si je peux le dire. Voilà. Est-ce que, voilà, quelle pourrait être un peu votre vue sur cela? Merci. Bonsoir. Dans la présentation du grand frère, il a évoqué tantôt les minorités historiques. Et j'ai eu à entendre qu'au niveau du Burkina, il y a eu peut-être 2 minorités où il y a eu une en préparation. La première minorité historique est incontestablement l'époque des Sankara. Et la seconde minorité historique est éventuellement celle que les universités actuelles sont en train de former. Mais dans la société actuelle burkinabé et les dynamiques politiques aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une minorité historique qui peut hisser le Burkina Faso vers le haut, ou il faut attendre que la minorité éventuelle qu'on est en train de former présentement là puisse venir apporter le changement que le Burkina Faso a besoin? Merci. Ok, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'avais une question concernant la religion, mais ça c'est déjà évoqué. Et c'était la contribution de la religion au sous-développement de l'Afrique. Donc ça a été pris en compte. Merci. Ok, ma deuxième question, bon, c'est sur ce que le docteur a dit, les minorités historiques. Bon, j'imagine que le docteur lui-même est un élément clé de cette minorité historique. Pourquoi pas peut-être s'intéresser à la politique et espérer un jour atteindre la tête de l'État et pouvoir tout changer? Merci. Merci, docteur, pour la conférence. Ma question est simple. Vous avez parlé des alliances stratégiques des minorités historiques. Alors, comment ou quels sont les moyens de protection de ces alliances stratégiques des minorités historiques contre les inévitables opérations de déstabilisation dont elles peuvent faire l'objet? Illustration concrète, le cas de Thomas Sankara. Je vous remercie. Je suis d'abord un candidat malheureux à cette deuxième édition. Je suis étudiant en master de philosophie du développement, dont la thématique c'est existence et développement. Alors, monsieur le docteur a fait cas de sa théorie de minorité historique. Est-ce que vous croyez, avec cette théorie-là, avec nos intellectuels qui je trouve peu engagés, et à cet effet, et moi je vais inviter les mobilisations, que ce soit fait à l'encontre de ces intellectuels plutôt que envers le gouvernement. Et précisément sur cette question du défi, est-ce qu'avec la misère et le terrorisme, est-ce qu'il n'est pas pertinent d'envisager une conscience collective qui va voir comment elle-même, du point de vue collectif, en plus de cette minorité-là, pourra changer les choses? Et concrètement, sur cette perspective révolutionnaire, est-ce qu'avec une minorité acquise à l'extérieur, comme vous l'avez dit présentement, est-ce qu'avec une élite formée, moi je nomme solennellement la ruche, et le papa vient de nous dire, est-ce qu'avec la crise de confiance historique entre Burkinabé, est-ce qu'il n'y a pas de craintes à envisager pour prévenir dans notre élan révolutionnaire? Je vous remercie. Merci. Bon, merci docteur pour votre brillante présentation. Bon, je peux dire qu'à la sortie de cette conférence, chacun de nous doit travailler déjà même à faire partie de ces minorités historiques. Mais encore faut-il que ce soit des minorités historiques aussi, conscientes du développement de l'Afrique. Voilà. Moi, je ne vais pas faire trop de commentaires. Lors d'un sommet donc, du G20, et le président français a affirmé que une des parties des problèmes de l'Afrique provenait donc du taux de fécondité de certains pays. Maintenant, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette question. Merci. Merci. Ok, merci pour la parole et merci pour la présentation. Et moi, je vais en fait m'atteler encore sur cette histoire de minorité. Oui, disons, je ne suis pas économiste, mais au moins c'est une théorie que moi j'ai appris ce soir en participant à cette conférence. Ok, donc cette question va m'amener en fait à poser d'abord, disons, une doléance. Il
y a un qui vient d'intervenir en disant qu'il est un candidat malheureux. Je voudrais savoir, est-ce que c'est possible, si ce n'est pas prévu, d'avoir une synthèse en fait de la motivation des postulants à ces universités de la jeunesse. Parce qu'en fait, je suis curieux de savoir quelle est la motivation de tout un sacré ici présent. Ok, deuxième élément, je suppose que vous êtes à la 2e édition, je pense. Quel réseau a été créé en fait à l'issue en fait des universités d'été de l'année passée, ou plutôt quel est le bilan en fait de ces universités d'été, où soit chacun a pris son diplôme, son attestation, et puis voilà, il va faire valoir ça de droit, oui, c'est pas moi. Et enfin, quelles sont les perspectives pour les universités d'été de la jeunesse 2020? Parce qu'en fait, on a parlé de minorité historique, et je pense qu'ici, en fait, nous sommes une minorité historique. Voilà pourquoi j'ai pensé d'abord avoir en fait le point de vue de tout un chacun. Maintenant, je voudrais insister en fait sur un point. Il faut que la minorité historique montre en fait sa force de frappe. C'est ce qui se passe en politique. Et en fait, avec une salle pleine, on peut montrer notre force de frappe. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le docteur a identifié les politiques économiques comme étant l'un des freins au développement de l'Afrique. Et parallèlement, j'aimerais savoir si les politiques juridiques en font partie ou dans ce domaine, ce n'est pas forcément le cas. Et il a aussi évoqué l'argument du manque d'expertise locale. Et j'ai une question transversale à ce sujet. Quels sont les rapports de Free Afrique et le ministère de l'économie et aussi le ministère du commerce? Merci. Ok. Merci. Je voulais remercier le conférencier ici présent. Il faut dire que j'ai suivi son interview également sur RFI le jour de l'indépendance. Et avec le courage qu'il a défendu ses points de vue, je le remercie. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui, comme le papa a dit, ont peur de mourir, ils préfèrent se taire quand on leur pose certaines questions. Et je crois que on vit dans un monde de requins aujourd'hui. Soit tu mords ou on te mord. Ayons le courage. Je dis, ayons le courage. Assister à des conférences, c'est bien. Mais ayons le courage de défendre notre chère Afrique. Ayons le courage de défendre notre cher Burkina Faso. Ayons le courage de dire haut ce que nos anciens ont pensé bas. Ils ont refusé de dire, confier notre réflexion à l'Occident, qui ne fait que préparer l'avenir de ses futurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, au moment où nous souffrons ici. C'est une vérité indéniable. Aujourd'hui, nous vivons dans un protectionnisme qui ne dit pas son nom. Les chefs d'État de l'Union européenne ont fait 4 jours sans dormir pour trouver un plan de relance. Nos chefs d'État se sont contentés de faire de la visioconférence. C'est inadmissible. Alors, pour le dire, je ne sais pas par quelle occasion nous allons dire à ceux qui nous dirigent aujourd'hui qu'il est temps de porter une culotte. Et de dire, quand ça ne va pas, il faut le dire, et quand ça va, il faut le dire. On en est assez de laisser nos économies être gouvernées par des ministres qui sont à des milliers de kilomètres de nos terres. Si la jeunesse ne prend pas son destin en main, nous sommes encore partis pour 50 ans de souffrance. Et ça doit cesser. Je vous remercie. Merci. Mes préoccupations ont déjà été prises en compte. J'ai quand même une exhortation à faire à nous, minorités historiques. Je pense que ce qui nous bloque, nous attendons toujours qu'on finance notre prise de conscience. Je pense, alors que parfois, ça ne demande pas tout, c'est la volonté, la conscience. Donc, c'est pour exhorter aussi Free Afrique à chercher les moyens d'élargir l'opportunité aux autres, je vais dire les non-intellectuels. Lui-même a mentionné cette population laborieuse
rural, je pense qu'il peut en sortir de grandes choses pour nous. Maintenant, j'avais une question. Bon, et nous avons les objectifs de développement durable qui ont été réfléchis au niveau international pour tous les pays du monde. Et nous avons Burkina 2025 qui prône une vision pour le Burkina. Et nous avons aussi le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ces instruments-là ont défini des marches à suivre pour le développement. Alors je voulais demander au docteur, est-ce qu'il a considéré tous ces instruments et qu'est-ce qu'il en pense? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas entendu tous les commentaires de M. Zeba, mais j'ai entendu la langue. Et ça me permet de dire cette belle phrase que j'ai lue sous la plume de mon maître hier. Kizerbo écrit dans un texte, je ne sais plus lequel, parce que j'ai lu 1000 choses ces derniers jours. Il cite un auteur que je n'ai pas en tête. Cet auteur dit, la langue est déjà une théorie des faits. La langue est déjà une théorie des faits. Comme pour dire que la langue n'est pas innocente. Si vous pensez dans une langue, ça influence votre manière de penser. Et quand j'ai fini en disant que je ne sais vraiment pas, ce n'est pas pour bluffer, je ne sais pas comment on traduit ça. Cette idée de Maya et Sangaï, c'est l'une des très belles phrases que nous héritons de l'Empire du Mandé, depuis Sundiata, peut-être bien avant lui, où on veut mettre l'humain au pinacle. Mais c'est plus beau dans la langue que cette histoire de l'humain au pinacle. Donc je crois en cela. Sur les langues, il faut lire Kizerbo qui nous dit ceci. Nous avons tort de considérer qu'une langue doit remplacer une autre. En réalité, nous ne nous rendons pas compte d'une chose. Les Africains ont toujours été socialement des polyglottes. Toujours. L'empire du Mandé était un empire constitué autour de 13 nations différentes, avec des langues différentes, qui ont été entretenues, même s'il y avait une langue dominante. Et quand vous regardez dans les quartiers, si je dis qui ne parle qu'une seule langue, il n'y en a pas beaucoup dans cette salle, même si vous ne les maîtrisez pas tous. C'est une exception africaine. C'est une chance. Et nos capacités linguistiques devaient nous permettre de maîtriser l'anglais, le chinois, ainsi de suite, mais aussi de bien maîtriser nos langues. Donc ne croyons pas que parce que vous parlez bamana, vous allez perdre votre français ou votre anglais. Non. Bien au contraire, il est reconnu que les polyglottes ont plus de facilité à apprendre de nouvelles langues. Et que les polyglottes ont un esprit formaté multitâche. Donc être polyglotte, c'est un entraînement du cerveau. Et nous l'avons déjà, il faut cultiver cela. Et il faut arrêter de considérer qu'une langue doit chasser une autre. Même s'il y a un effort important à faire pour que la connaissance, les décisions, le savoir puissent épouser nos langues locales également. Et Cheikh Anta Diop l'a montré de façon superbe. Toutes sortes de pensées, que ce soit la relativité d'Einstein, que ce soit les plus beaux poèmes, tout ça est possible dans nos langues. Il l'a montré dans Nation Nègre et Culture, il a continué de le montrer, d'autres travaux continuent de le montrer. Maintenant, je veux continuer à faire ce que je fais, qui n'est pas de vous contredire ou de dire je suis d'accord avec vous, ce n'est pas ça le plus important. C'est d'équilibrer souvent des choses que je pense que vous n'avez pas abordées et des choses que vous avez abordées. La comparaison qui a été faite entre le Nigeria et le Qatar est une bonne comparaison. Mais vous ne pouvez pas la faire entre le Nigeria et le Qatar et le Botswana. Hein. Le Botswana est un pays africain qui exploite du diamant et qui taille son diamant au Botswana et qui est vendu au Botswana dans les meilleures conditions pour les Botswanais. C'est un succès africain. Et ça a commencé en 1966, à l'indépendance du Botswana. Donc, c'est pour montrer que il faut qu'on sache que le majoritaire n'est pas la totalité. S'il y a un pays qui est majoritairement Moussi, ça ne veut pas dire qu'on est tous Moussi. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et comme ce sont les minorités qui changent l'histoire, la majorité ne veut pas dire grand-chose. La majorité, c'est ce qui est acquis aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui comme le retard africain, c'est peut-être ça qui va nous permettre de montrer, waouh, ce qu'on a fait dans 50 ans après. Pourquoi est-ce que la Corée du Sud nous intéresse? Parce que 70 ans en arrière, elle était comme nous.
entre guillemets, pour parler comme un économiste vite. Donc c'est ça qu'il faut considérer. Sur les leaders produits par l'extérieur, oui, mais on a aussi des leaders locaux. Regardez, si vous voulez remplir la maison du peuple, vous voulez être sûr de faire ça, c'est pas qui il faut emmener, c'est Jou Nazaramda. Il faut emmener. C'est local, c'est pas quelqu'un qui a décidé que c'est lui le plus fort ici. Et les acteurs qui marchent, Flobi, Des Altines et tout, ils chantent amoureux, ils chantent local. C'est ça qui nous touche. Ça veut dire que tout n'est pas aussi systématique que ce qu'on peut croire. Et il faut regarder aussi les lueurs d'espoir sur le continent. Et c'est ce que je veux dire aussi sur la mort. Moi, une des plus belles choses, des plus belles chansons que j'écoute, c'est Fama Denke. Ça a été repris 1000 fois par 1000 artistes depuis des siècles, qui dit ceci. Saranya Tesayasa. Hami Tesayasa. C'est-à-dire la peur ne tuera pas la mort. Donc il faut vivre avec. C'est des Africains qui ont chanté ça, qui continuent de chanter ça pour exalter les Africains. Fafikini, c'était l'oncle de Babemba Traoré. Quand ils ont fait le siège de Sikasso, Fafikini s'est donné un martyr pour la cause africaine. Donc nous ne pouvons pas dire que les Africains n'aiment pas la mort. Personne n'aime la mort. Mandela a dit, quand on lui parlait de son courage, il dit non. Il n'y a pas d'homme courageux qui ne connaisse pas la peur. Un homme qui ne connaisse pas la peur, ce n'est pas un homme ordinaire, il est fou. Il n'est pas courageux. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la gestion de la peur. Tout le monde a peur de la mort. Si vous n'avez pas peur de la mort, pourquoi vous va construire? Pour qui? Pour les vivants. Les Africains n'ont pas peur de la mort. Il y a des Africains qui ont peur de la mort. Mais l'ensemble des Africains n'ont pas peur de la mort. Je vous parle du pays de Thomas Sankara. Est-ce qu'il a eu peur de la mort, Thomas Sankara? Est-ce que Norvège a eu peur de la mort? Voilà. Si on dit ça de façon générale, c'est qu'on décide que ces messieurs n'ont pas existé. Pourtant, ce sont nos plus belles pépites, ce sont nos minorités historiques. Il faut qu'on les valorise. Zoyande Sakoukoum, c'est ce qu'on dit, non? Pardon? Dites s'il vous plaît. Il dit Kolomzabre comme Kolomdivo. Il y a cette date qui témoin de mort, ouais. Là, il y a quelques-uns qui seraient exclus, donc. Mais il faut qu'on apprenne aussi à faire ces choses-là plus systématiquement. Et sur Zerbo Barthélemy, j'ai envie de dire ceci. Bretton Woods et tout, les corsets qu'ils nous mettent, écoutez. C'est pas qu'ils sont forts, hein. C'est nous qui sommes faibles. C'est pas qu'ils sont plus grands, hein. C'est nous qui sommes à genoux. Les gars, mettons-nous debout. On sera à la même hauteur. C'est ça l'enjeu. Arrêtez de dire que les autres sont plus grands. Mettons-nous debout. Si on est debout, on sera à la même hauteur. C'est comme cela qu'il faut regarder les choses. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de responsabilité. Qu'il faut oublier quelque chose. Il faut jamais oublier. Je suis tellement fan de l'histoire que je suis contre l'amnésie. Kizerwa parle de l'amnésie collective. Je suis contre cela. Mais à la fin de la journée, il faut savoir qu'est-ce que nous retenons et qu'est-ce que nous voulons faire. Est-ce que nous voulons créer des théories de nos sous-développés pour expliquer, écoutez, moi je suis économiste, je sais pourquoi on est sous-développé, c'est lié aux autres. On m'invite à Oxford, je vais expliquer. Les gars de Oxford, c'est vous. On m'invite à Princeton, je vais ainsi de suite, ainsi de suite. Puis je dis, voilà, on a la théorie de notre sous-développement. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en capacité de dire, écoutez, on va vous expliquer comment on a fait pour s'en sortir malgré tout ce que vous nous avez fait. C'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire que nous ne devons pas regarder juste une moitié. Nous ne devons pas regarder juste que les autres n'ont rien fait. Mais après avoir regardé toute la complexité des choses, il faut qu'on amène les choses à nous-mêmes. J'ai coutume de le dire à mes étudiants. Moi, je suis sorti des universités africaines. J'ai étudié à Ouagadougou, j'ai étudié à Cotonou. Et quand je suis allé en Europe, je vous jure, les gars, le premier cours, j'étais un peu dessus, hein, il n'avait pas mon niveau, hein, je vous jure. Parce que j'avais peur. J'avais peur qu'ils me battent. Donc j'étais très préparé. J'avais lu tous les livres, j'étais à bloc. Je débarque avec 4 mois de retard. Quand ça a commencé, les profs ont demandé, c'est qui ce monsieur? J'ai dit, Alhamdulillah. C'est comme ça que ça va se passer ici. Mais c'est lié au fait, je vous jure, que j'étais conscient que nos universités étaient mauvaises. C'est ça qui m'a sauvé.
comme j'en étais conscient, je me suis dit, il faut que je comble le gap. Ça fait que, moi, je n'écoutais pas les profs, et moi, je lisais dans le texte, les livres. Donc, c'est pour expliquer que c'est nous qui décidons que nos contraintes sont nos contraintes, et que c'est des contraintes dirimantes, et qu'on ne peut jamais les lever. Ce que Sankara a fait du Burkina, qui l'a fait du Nigeria, qui l'a fait du Congo? Le Congo avait plus de possibilités, le Nigeria avait plus de possibilités, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, de ça qu'il s'agit. Il faut donc comprendre cela. Regardez sur Bretton Woods. Il faut rendre hommage à nos dévanciers, même s'ils n'ont pas obtenu tout le développement. Le ministre des Finances, Marc Garango, il prenait leçon chez qui? Pas au FMI. Ils ont fait ce qu'on appelait en économie l'auto-ajustement à la voltaïque. Et Sankara a fait l'auto-ajustement à la burkinabé. Marc Garango. C'est juste son nom pour parler d'un moment dans un ensemble d'acteurs, mais c'est juste un nom pour le donner. Donc c'est pour expliquer que il faut vraiment que on sache faire la différence entre, bon là ça commence à être un peu trop théorique, mais je vais dire entre la théorie et la praxis. En gros, la théorie c'est le bavardage qui est très important, mais la praxis c'est la théorie qui change le monde, qui est appliquée pour changer le monde. Si vous avez fait tout ça et puis vous avez dit, ah ok, la question c'est l'impérialisme le problème, et que vous vous en arrêtez à là, vous n'allez pas changer le réel, vous allez avoir une très belle explication de l'existant. C'est pas ça qui nous intéresse, nous on veut l'explication de comment changer. Et le comment changer partira de nous-mêmes. Observez une chose. Les plus grands discours de Sankara n'étaient pas contre l'Occident, hein, c'était contre nos propres petitesses, c'était contre nos laideurs. C'est cela Sankara. Les éditions de Nord-Est, ce n'était pas contre le président Mitterrand, hein, c'était contre le président burkinabé. D'abord, c'est cela la responsabilité, cela être histoire, acteur de l'histoire. Sinon, on donne raison aux autres qui pensent que nous ne sommes pas des acteurs de l'histoire, nous sommes des éléments qu'on peut déplacer comme cela. Maintenant, sur le mot rupture, j'aime pas le mot rupture, hein, ça me vient comme ça, par la pollution des médias. C'est un mot que je trouve pas très... Bon, j'aime pas le mot. Si je veux que les minorités historiques font un écho dans vos têtes, je vais m'expliquer précisément sur les minorités historiques. Les minorités historiques changent le cours de l'histoire dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Hitler et ses partisans nazis étaient des minorités historiques malfaisantes. Et Sankara et ses camarades étaient des minorités historiques bienfaisantes. Ce que je veux dire par là, il faut que nous considérions que nous sommes tous des minorités historiques. Pourquoi? Parce que même si c'est faux, on va se tirer par le haut. Vous êtes d'accord? Voilà, donc nous sommes tous des minorités historiques. Si on pense là, on peut être retourné vers qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à notre continent, à notre pays, à notre communauté, à notre famille. Mais les minorités historiques ne veulent pas dire que comme lui, les minorités historiques, lui doit être assis derrière la voiture parce que c'est la minorité historique qui passe. Il faut lui donner tout. Non, 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 non. C'est surtout pas ça. Ce n'est pas le messianisme de minorités historiques. Les minorités historiques, ce sont des intelligences résolues, stratégiques, persistantes, consistantes, cohérentes dans le temps, qui sont têtues dans le bon sens, qui ne lâchent pas l'affaire. C'est cela la minorité historique. Mais ils ne sont pas têtus pour aller se cogner la tête contre le mur, puisqu'ils connaissent l'histoire, donc ils sont éclairés. Puisqu'ils ne sont pas individuels, donc ils ont l'intelligence collective. Non, est-ce que... Il espère que ce sera la prochaine conférence qu'on ne va pas refuser de payer la dette. Bon, ça me permet de répondre à une question. Quand Sankara a dit que s'il refuse seul, il n'est pas sûr qu'on va le tuer, et qui sera la prochaine conférence, est arrivé ce qui est arrivé. C'est un défi majeur qui nous est posé par rapport à tous ceux qui pensent, comme mon petit frère Barreau, Kenan qui dit ils nous ont fait du mal, ainsi de suite. C'est vrai. Si vous oubliez ça, on va vous tuer encore. Observez ceci. J'ai écrit quelque part que nous avons peut-être le taux de mortalité le plus élevé au monde. Mais aussi le taux de mortalité des vrais leaders le plus élevé au monde. L'espérance de vie de nos grands leaders, c'est quel âge? Des fois pas 40 ans. Sankara, Lumumba. Des fois même c'est 40 ans, guerre, pas plus. Oumniobé, Cabral. Il faut que nous en tirons une leçon. Qui est laquelle? Notre capacité à protéger nos belles dynamiques, notre capacité à protéger nos pépites, notre capacité à protéger nos minorités historiques. Ce n'est pas la force des choses des autres qui est en cause.
c'est notre faiblesse. Si c'est la force des autres, qu'est-ce qu'on peut faire à part prier? Et puisque vous ne voulez pas prier, jeune homme. Vous comprenez? En tout cas, vous ne voulez pas prier en donnant direction à la Mecque ou au Vatican. C'est votre liberté de choix. Et la liberté de culte était consacrée dans plusieurs sociétés africaines. Pas toutes, mais dans plusieurs sociétés africaines. Donc c'est pour expliquer que Cuba a eu en face la première puissance militaire, industrielle et tout ce que vous souhaitez en face. Et la CIA elle-même a dit qu'elle a tenté plusieurs attentats contre Castro. Castro est mort de mort naturelle. Après avoir fait la révolution et ses camarades, et le processus continue, et les médecins cubains vont soigner les impérialistes européens avec la pandémie. Pourquoi? Pas parce que les médecins ne voulaient pas le liquider, les Américains ne voulaient pas le liquider, Castro. Parce que les Cubains ont été en capacité de protéger Castro. Et que les Burkinabés n'ont pas pu protéger Sankara. Et les Burkinabés ont laissé assassiner Norbert Zongo. Ce n'est pas les autres d'abord, c'est nous. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas une contribution. Mais si vous continuez à regarder les autres, vous n'êtes pas un acteur de l'histoire. Regardez vous-même, soyez centrés sur vous-même, c'est cela. N'ayez pas peur des autres. Si vous vous connaissez, vous n'avez pas peur. Quand on vous dit l'élite est formée dehors, moi je suis formé dehors aussi. J'étais à Oxford University, Princeton University, Clermont-Ferrand. Bon, j'ai appris des belles choses là-bas. Je suis revenu. Je continue d'aller, je reviens. Je reviendrai toujours. Les Bamananes disent partir est le chemin de la connaissance. Effectivement, le voyage initiatique était une tradition très importante en Afrique. Si tu ne pars pas, tu ne connais pas. Tama et Loni Srae, Segikoy et Redon Srae. Partir est le chemin de la connaissance. Revenir, c'est se connaître. Et comme se connaître est plus que tout, c'est dans le retour qu'on va savoir si tu as appris des choses. Ce n'est pas le retour physique seulement. Hein? Ce n'est pas venir ici en carcasse et puis être pour dire chez nous en France. Non, 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 ce n'est pas ça. Hein? Quand on parle d'Oxford, quand on parle de Princeton, ce n'est pas cela. C'est revenir à tout point de vue et être donc organisé autour de ces sociétés. Il y a une question qui m'est adressée sur la jeunesse par Traoré Daniel. La jeunesse a plusieurs problèmes. Elle aime bien qu'on lui dise que c'est parce qu'elle a des problèmes, ainsi de suite. Si c'est ça, je vais citer, je suis très fort dans ça. Parce que je suis à l'université de Ouaga, l'université Joseph Kizerbo. J'espère qu'on va mériter ce nom un jour. Et non, l'université Thomas Sankara depuis très récemment. J'espère qu'on va mériter. Moi, je suis contre, parce qu'on ne mérite pas. Bon, enfin, on va travailler à mériter, j'espère. Mais enfin, je vois la difficulté des étudiants. Donc je sais, je connais la science de votre misère. Je peux vous dire, non, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Quand vous arrivez à Princeton, vous voyez ce qu'ils vous ont, et ce que vous avez, vous avez dit, voici quelqu'un qui me pleure. Je ne vais pas vous pleurer. Je ne vais pas vous regarder comme des problèmes, je vais vous regarder comme des solutions pour vous-même, mais aussi pour le peuple, pour le pays. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, notre jeunesse a un problème important, dont elle n'est pas seule responsable, c'est celui des prétentions illégitimes. La jeunesse veut être aussi puissant dans la pensée que Kizerbo, veut être aussi tribun que Thomas Sankara, veut être aussi intègre que Norbert Zongo, en roulant dans la dernière voiture de Samuel Eto'o et en ayant les iPhones de Drogba. C'est trop quand même, les gars. Il faut diminuer un peu. Il faut choisir. C'est ça que j'appelle les prétentions illégitimes. Elle veut faire tout ça en dormant jusqu'à 9h du matin. Alors c'est là le pire. Ce que j'appelle les prétentions illégitimes, si vous sortez de cette conférence et vous dites, regardez, dans 5 ans, moi je vais faire des conférences plus brillantes que Rassa Vega, vous pouvez faire. Mais si vous dormez, vous n'allez pas me dépasser. Hein. Moi je ne dors pas beaucoup. Hein. Vous avez compris. Donc c'est ce que je veux dire très clairement. La prétention illégitime, c'est la différence entre vos ambitions et la réalité de vos efforts. Si vous ne faites pas d'efforts, c'est illégitime. Mais je vous jure que si vous faites des efforts, vous allez faire des choses absolument brillantes. On a un excellent architecte burkinabé qui est parmi les meilleurs au monde. Il s'appelle Francis Kiré. J'ai le bonheur que je le connais. Mais vous pouvez le connaître aussi. C'est un des nôtres. Francis Kiré a étudié ici avant d'aller étudier ailleurs. C'est pour vous dire, il est parti d'un petit village qui s'appelle Gando ici, à l'est. Comprenez ce que je veux dire. C'est même un Bissa, c'est pour vous dire. Mais il est fort.
et c'est un Burkinabé, c'est ça qu'on va retenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous pouvez faire plus que Francis Kéré, mais tous ceux qui connaissent Francis Kéré savent comment c'est une machine à travailler, Francis Kéré. C'est cela qu'il faut que vous considériez comme étant le problème principal de la jeunesse. On me parle de la démocratie et du développement. Ça, c'est un point important. Observez ceci. On entend souvent ça pour dire, parce qu'il y a une fascination pour les autocraties aujourd'hui. Poutine, il est tout beau, il est judoka, il est fort, il menace les gens. Nous, on adore ça, parce que les autres qui nous menacent, ils les menacent. Oui, oui. Les hommes forts, on les adore, lui, elle est très bien. Mais qui veut vivre dans un pays où il y a un homme fort qui l'empêche de faire ci, de faire ça? Un pays qui a fait l'insurrection va dire que nous, on aime les hommes forts qui vont écraser le pays. C'est quand même, c'est le paradoxe, ça. Ce que je veux dire très sérieusement, le Botswana est pour moi le meilleur exemple africain d'une démocratie qui fonctionne très bien, d'un développement parmi les meilleurs en Afrique. Il y a un papier de Aceboglu Johnson de 2001 qui explique le succès botswanais, le meilleur taux de croissance africain sur les 40 années qu'il a étudié le Botswana. Et il l'explique par le fait que les Botswanais ont été en capacité de prendre des éléments de leur culture avant la colonisation. La redevabilité était tellement forte chez eux. Le roi devait faire, quand il devait faire quelque chose, il devait expliquer à tout le monde, avoir l'assentiment du peuple avant de faire. Y compris quand le prince voulait épouser une blonde britannique, il a dû venir faire le tour du pays pour expliquer, je suis vraiment amoureux, je n'ai pas le choix, c'est mon cœur qui a décidé, ainsi de suite. Et il a fait des semaines à expliquer ça au peuple. Le peuple a été d'accord avant qu'il fasse ça. C'est cette tradition de redevabilité très forte du Botswana qui est au cœur du pays aujourd'hui, qui fait que le diamant profite au Botswana. C'est des nègres comme vous et moi, s'il vous plaît. C'est une excellente démocratie. Donc c'est pour dire que, et même, regardez la trajectoire de l'Occident. Les États-Unis étaient une démocratie qui se construisait en même temps que le développement. Même si on peut douter de leur démocratie parce qu'ils maltraitaient les Africains, les Afro-descendants, on peut douter de ce que c'est que cette démocratie, avec cette ségrégation sociale majeure. Mais c'était un système démocratique. La Grande-Bretagne, la France, ainsi de suite. Donc, c'est ça que j'appelle le respect de l'histoire. Quand vous voyez des idées comme ça, évaluez ces idées à l'aune de l'histoire très concrète. Et vous allez voir des fois qu'en réalité, il y a des exemples qui sont des exemples très appréciables. Bon, sur le système éducatif, encore une fois, deuxième problème de la jeunesse, vous avez aujourd'hui les outils pour vous former. Cheikh Anta Diop a dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. Donc, montrez-moi vos dents, je vais voir s'il y a de la science dedans. C'est comme ça que ça va être. Alors maintenant, sur les minorités historiques et les dynamiques politiques, il faut bien comprendre que il faut qu'on se comprenne bien. Les minorités historiques, ce n'est pas pour aller à Kossiam. Ça peut être ça, mais c'est pas là. Le pouvoir n'est pas à Kossiam, mais je l'ai dit, je le crois. Hein. Comment vous pouvez penser que ce que j'ai dit n'est pas vrai après qu'on a fait l'insurrection à 5 ans? Le gars, il était à Kossiam, là-bas, tout fier, qu'il a dit de partir. C'est le pouvoir de la rue. Le pouvoir est partout, il faut le prendre juste. Le pouvoir est dans les livres, il est dans les amphithéâtres, il est dans la formation, il est dans l'auto-formation, il faut le prendre. Et il faut le prendre pour changer le secteur culturel, le secteur des sports, le secteur économique, tous les secteurs. Il faut prendre le pouvoir pour le changer, et on peut le changer partout. Donc, ça revient souvent. Je comprends ce que vous voulez dire. Sur la politique, je vais être très clair avec vous. Moi, je fais de la politique depuis très longtemps. Je n'ai juste pas de carte de parti politique. J'ai milité pour des partis politiques non africains et non burkinabés en Afrique. Mais je n'ai juste pas de carte de parti politique. Mais ce que je fais, ça n'a pas d'autre nom, c'est de la politique. Je vous ai dit qu'on a aidé à changer le code minier, non? On a fait des choses. Ibrahim peut vous expliquer comment ça s'est passé quand on fasse la charte de la transition. C'est de la grande politique. C'est ça la politique. Maintenant, ça n'interdit pas que je puisse soit dans un parti politique ou pas dans un autre parti, dans un parti que je n'en sois pas. Ça ne changera rien si demain je fais parti politique ou je n'en fais pas. Et je veux que vous le considérez comme tel. Ce qui est le plus décisif, c'est l'engagement pour changer la société avec les moyens que nous avons, avec les axes d'action que nous avons choisis. Et si je ne fais pas ça, ce n'est pas que j'ai peur. Hein. Le jour où je vais vouloir faire, ça ne va pas se cacher. Mais aujourd'hui, je fais de la très grande politique
j'en suis très content. Et je suis très content d'avoir des camarades politiques avec moi, avec lesquels on fait de la science économique de manière haute, au service de notre pays. Les minorités historiques ne sont pas une théorie vraiment économique, c'est une théorie qui est assise sur une critique des théories des leaders depuis Pareto, Vilfredo Pareto, jusqu'à arriver aux minorités historiques. Je n'ai pas le temps de le développer, mais il y a un ouvrage qui va sortir l'année prochaine qui va bien acter ça. Je reviens un peu sur le protectionnisme en arrière pour dire que, réveillez-vous, hein, les gars, le choc sanitaire a changé le monde déjà. Hein. Ceux qui demandent si on peut encore faire protectionnisme, vous allez voir ça. Hein. Ils ont déjà commencé. Vous avez vu que des pays ont interdit d'acheter, de vendre du matériel à d'autres. Ça s'appelle comment? C'est nous qui croyons en cette idée. Personne n'a jamais cru en ça. C'est nous qui croyons en cela. Et on nous a fait croire en cela. Quels sont nos rapports avec le ministère des Finances? Nous sommes des chercheurs indépendants et tout pays a besoin de ça. Ça veut dire que si le ministère des Finances nous commande une étude, nous ne le faisons pas. Sauf si c'est gratuit. Parce que nous devons être en capacité de dire ce que nous pensons sans que ce soit l'argent du ministère qui nous détermine. Et c'est pour ça que sur le PNDS, sur la SCAD avant, nous continuons à faire des politiques. Ils nous détestent. Pour vous dire tout. Ils nous détestent cordialement. Personne n'aime les chercheurs indépendants, personne n'aime le chercheur qui dit ce qu'il a vu dans les études. Tout le monde voudrait avoir le consultant sur lui pour dire, il faut dire ça comme ça un peu, quoi. Et puis maintenant, finalement, personne ne comprend, mais finalement, tout le monde est content, mais en fait, on n'a pas changé grand-chose. Donc, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas au ministère des Finances qu'on ne change pas le pays. On va changer le pays parce que nous croyons à l'opinion publique. Si une idée de Free Afrique, l'idée des mines aujourd'hui, c'est une idée centrale. Si cette idée devient, l'appropriation nationale des mines devient une idée nationale, elle va s'imposer à tout le monde. Regardez, Père à son âme, Salifou Diallo, pourquoi ils ont remis la tablette des députés? C'est un ministre qui leur a demandé de remettre. C'est l'opinion publique. L'opinion publique est un acteur clé du développement, c'est une méta-institution. C'est une institution centrale, il faut continuer à l'alimenter et on doit rendre hommage à Norbert Zongo qui est mort pour qu'il y ait une bonne opinion publique dans notre pays. Et j'ai envie de dire, comprenez bien la leçon de notre insurrection. Quand vous dites, il y a d'autres qui nous commandent de Paris et ainsi de suite, c'est que vous n'étiez pas ici en 2015. Non, en 2014. Peut-être que vous n'étiez pas là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en 2014 dans notre pays. En 2014, 2013, les plus grandes puissances du monde, ça s'appelait Obama, ça s'appelait François Hollande, on dit au grand monsieur Compaoré qui était ici, pardon, il faut arrêter. Ils ont dit, comment? Un homme fort. Il a dit, moi j'ai un homme fort, un homme fort. Obama a parlé, il a dit, ça ne vous concerne pas. Tel a parlé, ils ont dit, les marques n'ont jamais changé la loi dans un pays. Il a dit tout ça. Donc les puissants du monde ont parlé. Et il était sûr de son affaire. Et la jeunesse burkinabé a dit, attends-nous. Et puis ça a commencé, et puis on ne sait pas où il est rentré, jusqu'aujourd'hui. C'est pour dire que la plus grande leçon de l'insurrection, c'est que le pouvoir nous appartient, nous l'exerçons quand nous le souhaitons. Le néocolonialisme et ainsi de suite dont vous parlez, c'est si vous laissez le terrain qu'il l'occupe. Mettez-vous debout, vous allez voir. Je me souviens de ce truc de Sankara à la place de la nation. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Mettez-vous debout, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, sur la question des non-intellectuels, la très belle intervention de Mme Ouattara, je ne crois pas que les ruraux sont des non-intellectuels. L'un des plus grands intellectuels de notre pays, l'un des plus grands intellectuels qui a mon respect absolu, c'est Yacouba Sawadogo, dont le village est à 3 km de mon village, que j'ai découvert il y a quelques semaines en arrière, qu'on est parenté, j'en suis très fier. Alors, Yacouba Ouedraogo est celui que vous savez. C'est un intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est 3 choses. Un intellectuel, c'est une intelligence portée par une éthique au service de la communauté. C'est ma définition de l'intellectuel. Si une personne a ces 3 choses, c'est fini. Est-ce que la personne est intelligente? Est-ce qu'elle a une éthique? Est-ce qu'elle est au service des autres, pas seulement d'elle? C'est un intellectuel. Donc c'est pour dire que c'est ce que je considère. Alors je pense que j'ai parcouru toutes les questions, à part celles relatives à l'université d'été. Notre dépouillement a été très difficile. Il y a des gens qu'on n'a pas pris parce qu'ils étaient trop bons. C'est pas pour faire là. C'est vraiment ça. Hein? Il y a des gens ils ont dit non. Ils ont déjà eu la chance de faire tout cela. On n'a pas besoin de les prendre. Il y a des gens qu'on n'a pas pris
Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais ils ne nous ont pas montré qu'ils sont bons. Ça aussi, c'est d'autres choses que la jeunesse ne sait pas faire de bons dossiers. Mais on était obligé d'avoir un nombre limité. Même si on a le plus grand amphithéâtre, on va essayer d'avoir le plus grand amphithéâtre possible, ce sera toujours limité. Le plus important, c'est de se rendre compte que quand je fais une conférence comme celle-là, en réalité, quand je donne les auteurs, ce n'est pas pour frimer, c'est pour que vous puissiez continuer la discussion chez vous. Et on va faire des universités de la jeunesse plus souvent. On va le faire maintenant en continu, on ne va pas attendre. Il n'y a pas d'université d'été au Burkina africain, puisqu'il n'y a pas d'été ici. C'est l'université de la jeunesse. Et si on veut parler de saison, c'est l'université d'hivernage. Donc c'est ce qu'on veut faire. Et on a le bonheur que Francis Kéré nous a dessiné une belle salle à notre siège. Donc on va utiliser ça pour faire davantage de formations. Vous aurez la possibilité de nous rejoindre. Je vais terminer en disant ceci. Notre pays est un très grand pays sur un très grand continent, mais nous faisons face à des difficultés très importantes. La difficulté la plus grande à laquelle nous faisons face aujourd'hui, ce sont les conflits communautaires. Nous étions une excellente exception sous-régionale, voire régionale. À savoir qu'au Burkina Faso, on ne disait pas, il y a le nord et il y a le sud. Mon compatriote béninois qui est là, sait qu'au Bénin, il y a un nord et un sud. Au Togo, il y a un nord et un sud. En Guinée, il y a un nord et un sud. Au Cameroun, il y a un nord et un sud. Ainsi de suite. Donc, pour expliquer que dans tous ces pays, l'ethnie a une place décisive dans la compétition politique, dans la compétition publique. Ce n'était pas le cas chez nous. Sinon, mon esclave de la mise en œuvre n'allait pas être président en 1978, élu contre un Mossi au second tour. Mais nous ne pouvons plus continuer à dire cela. Parce que nous sommes en train de changer de ce point de vue. Quelqu'un a demandé quelle est ma plus grande déception. C'est celle-là. Pas les conflits communautaires, mais notre réaction vis-à-vis des conflits communautaires. Et je suis très triste que depuis plusieurs années, on s'échine à expliquer que ça c'est décisif, que ça il ne faut pas s'amuser avec, on ne pourra pas revenir en arrière, mais que ça n'a pas encore pris. Donc je ne peux pas dire que c'est les autres qui ne sont pas bons. Je considère qu'on a mal expliqué, donc on va continuer d'expliquer. Je considère qu'on n'a pas bien fait, donc on va continuer de bien faire. Je nous engage à mieux expliquer ça, à mieux comprendre ça et à agir contre ça. C'est extrêmement important. Nous avons encore la possibilité d'arrêter ça. Nous en avons encore la possibilité. Pour cela, on a besoin que chacun sorte de sa zone de confort. Quand on massacre un Burkinabé, c'est le Burkina Faso qui est massacré, ce n'est pas une ethnie. Et il faut que nous le disions, il faut que nous le fassions. C'est le travail des intellectuels, c'est le travail des jeunes. Les jeunes sont en principe des personnes les plus généreuses. La jeunesse, c'est l'âge de la générosité. Il faut que vous montriez ça. C'est sur ça que je vais finir en disant que nous avons la possibilité de ramener notre pays à ses beaux jours. Mieux, nous avons la possibilité de soigner la crise de l'humanité dans notre pays et sur notre continent. On va le faire avec nos autres frères africains. On va le faire dans la rencontre des différences pour la fortification de l'ensemble. Parce que personne n'est égal à une autre personne. Si vous dites qu'un Moussi est égal à un Moussi, vous faites du racisme. Si vous dites un Peul égal à un Peul, donc quand un Peul me tue, je peux tuer un autre Peul, c'est du racisme. C'est mon plus gros défi aujourd'hui. C'est la chose qui me fatigue le plus aujourd'hui. Et je sais que ça nous fatigue tous aujourd'hui. Je pense que nous pouvons faire des choses ensemble. Il faut que les minorités historiques se retrouvent. Je vous remercie. Bien. Le docteur Sablaga vient de faire finir pour la première liste. Je vais ouvrir une seconde liste. Non, merci beaucoup. Je pense que, comme ceux qui suivent l'université de la jeunesse doivent encore revenir demain,
il est important qu'ils aillent dormir parce que nous devons être dans la persévérance. Ce que le docteur nous a dit, les minorités historiques doivent persévérer et lutter parce que nous devons faire en sorte d'être respectueux du fait social réel, ne pas être dans l'utopie. Nous devons prendre une distanciation par rapport aux 6 arguments non satisfaisants, parce que ces arguments sont des arguments d'aliénation et qui vont nous conduire à expulser le génie de l'humain. Nous devons faire en sorte que nous abandonnions ce qu'il a appelé les prétentions illégitimes si nous voulons véritablement assumer ce rôle de minorité historique. Et pour terminer, la mémoire est un élément fondamental qui doit nous permettre de bien regarder vers l'avenir et d'assumer nos responsabilités. Pour terminer, je dirais avec lui que nous devons avoir une vision globale. Nous ne devons pas regarder rien qu'une moitié des choses. Bonne soirée et à bientôt. Je vous remercie.